C'est le mode catapulte, hein. Quand tu tends un élastique avec un caillou, des fois tu vois pas où ça va aller, quoi. Et si tu veux qu'il aille plus loin, tu tends un peu plus et puis tu vois ce que ça donne. Et là, c'est un peu ça, mais avec son corps. On a été à l'aventure. Bonjour à toutes et à tous, je suis Baptiste Chebassier et j'écris à la main les 30 249 noms des médaillés olympiques depuis 1896. Cette grande fresque fera une fois terminée 130 mètres de long et je rajouterai pendant les Jeux de Paris 2024 les noms des nouveaux médaillés olympiques. Et pour la première fois, j'ajouterai aussi ceux des médaillés paralympiques dont la base de données n'existe malheureusement pas. Je souhaite rendre hommage à travers ce projet artistique à tous ces athlètes qui s'engagent et donnent tout ce qu'ils ont pour vivre l'aventure des Jeux. Ils consacrent ce qu'ils ont pour moi de plus précieux, leur temps. J'ai longtemps écrit le nom de personnes décédées, et une fois le nom du premier médaillé encore en vie inscrit, j'ai eu envie de partager ce moment d'écriture avec les vivants. Vous écoutez le podcast Amateur, qui vous partage dans chaque épisode ma discussion avec un médaillé olympique que je rencontre chez lui ou par téléphone pour écrire son nom en sa présence, et qui me raconte son histoire, celle de sa médaille et celle de son sport. Je découvre que ces médaillés ont tous un point commun avec vous, auditeurs. L'amour du sport. Ce sont donc, comme vous, des amateurs. Et pour cet épisode, j'ai eu la chance d'échanger avec Thierry Vigneron, perchiste, médaillé de bronze en 1984 aux Jeux Olympiques de Los Angeles et ancien détenteur du record du monde. Il nous raconte les évolutions du saut à la perche, dues au nouveau matériel, les risques pris par les sauteurs pour trouver de nouvelles trajectoires de saut et pousser un peu plus haut la performance, sa rivalité avec Pierre Quinon, ainsi que les dangers des distractions dans le village olympique et d'ainsi oublier ce qui s'y joue. Thierry Vigneron, né en 1960, donc ça fait 64 ans aujourd'hui, il y a quelques semaines, né à Paris et fait une grande partie de ma carrière sur Paris. Donc voilà, en gros, en termes d'activité professionnelle, j'ai fait le professorat de sport, je travaille pour notre grand ministère de l'Éducation nationale. Et au niveau sportif, j'ai eu la chance d'avoir une famille très sportive, qui nous a toujours, mon frère jumeau et ma sœur, inscrits dans les associations, de la gymnastique dans un premier temps, de l'athlétisme par la suite, et après des rencontres qui ont fait que on progresse et on finit par se réaliser et à faire une belle carrière. C'est simple, on va retenir les meilleurs éléments, à savoir la médaille olympique, les records du monde, 5 records du monde en senior. Donc je dis pas ceux qui sont en salle, en junior, etc. Donc 3 fois champion d'Europe en salle, 2 fois vice-champion du monde. Des titres de champion de France, médaillé dans tous les grands championnats continentaux. Okay. Et surtout, je pense que je suis arrivé à une période charnière de ma spécialité, le saut à la perche, qui a pris son élan avec l'arrivée, on va dire l'optimisation des matériaux, entre autres la fibre de verre, et ce qui a permis de casser des barrières et puis d'ouvrir des voies qui encore aujourd'hui sont en train d'être utilisées. À des niveaux impressionnants, et ce n'est que du plaisir pour moi d'avoir participé à l'évolution de la spécialité. Ouais, c'est vraiment l'amélioration technique de l'équipement qu'est la perche qui a permis de battre ces records. Je suis peut-être la dernière génération à avoir utilisé les perches ancienne génération, où c'était encore un petit peu les balbutiements de la fibre de verre, avec quelques matériaux, et j'ai vu arriver les perches qui peuvent s'identifier aujourd'hui, mais il fallait encore être capable de les dompter et puis de faire évoluer aussi les techniques en fonction de tout ça. C'est les mêmes perches. Quand je suis arrivé, le record du monde était à 5,70, je l'ai fait progresser un petit peu. Après, Boubka a fait d'autres choses, etc. Mais les perches qu'ils utilisent aujourd'hui, je dirais qu'ils bénéficient de pratiquement les dernières évolutions que l'on a faites sur ma période, puisque on avait déjà beaucoup travaillé sur les différentes fibres, les fibres de carbone. Après, ils ont plus intellectualisé. Tout a été un petit peu affiné en ce qui concerne sur l'aspect dynamique, avec les capacités de mesurer les dynamiques des matériaux. Et surtout gagner au niveau du poids. Donc le poids est très important. Ouais,
Mais bon, je suis assez fier que, bon, avec la perche française, hein, on était un petit peu au début de l'aventure d'avoir inculqué les grands principes de la technique de l'utilisation de la fibre. Et c'est quoi ces grands principes? Les grands principes, c'est surtout de prendre beaucoup de levier, de longueur de perche pour sauter haut et puis arriver vite. Et puis après, de vivre la perche, c'est-à-dire s'adapter continuellement et puis utiliser au maximum le retour de l'engin une fois qu'on a emmagasiné l'énergie. Aujourd'hui, tout est un peu plus simplifié, bon, parce que on a quelques extraterrestres. Hein. Ouais, carrément, ouais. Après moi, on a vu après Boubka, des Jean Galfione, des Renaud Lavilloni, c'est extraordinaire, même s'il est toujours là. Et puis maintenant, Mondo Duplantis, hein, on a des choses qui sont assez sympathiques. C'est clair. C'est vrai que là-dessus, la perche, je me demande si quand on voit la devise olympique, qui est plus vite, plus haut, plus fort ensemble, il y a un peu ce côté où on a presque l'impression que c'est un des derniers sports où on continue continuellement de battre le record du monde, quoi. Toutes les disciplines qui font intervenir, je dirais, du matériel, ouais. On retrouve un petit peu ce même principe où on essaye de... déjà, la technologie arrive, on repousse un petit peu les limites, où on fait évoluer les technologies. Et puis après, il y a le côté humain, où là aussi, on évolue. C'est-à-dire qu'on prend Duplantis, Armand Duplantis, il a commencé, moi j'ai sauté avec son père, il est né avec une perche entre les mains. Comme un petit peu Renaud Lavilloni, hein, aussi, il a commencé très très jeune. En période, c'était assez confidentiel comme discipline. Donc lui, c'est Monsieur Perche, quoi, Renaud et Duplantis. J'ai vu une vidéo récemment où Duplantis, il est enfant, il doit avoir 5-6 ans, et il a des posters de Lavilleni partout dans sa chambre. Et il est super excité à l'idée qu'il va venir à un meeting. Et je trouvais la vidéo était mignonne. Ouais, parce que je crois que c'est ce qui a beaucoup évolué au jour d'aujourd'hui, c'est que il y a un partage d'informations, un partage de sensations, qui était beaucoup plus compliqué à mon époque. Nous, on attendait que ça soit publié, qu'on ait le kinogramme ou les traductions pour savoir ce qui se faisait. La vidéo, c'était pas encore développé. C'était le Moyen-Âge, hein. Quand on voit maintenant, en un clic, il y a une performance, la vidéo est déjà sur les réseaux et c'est inspirant. Très clairement, ouais. C'est pas la même époque. Non, mais ça explique aussi que ça a été peut-être plus long en termes d'évolution à une certaine époque que maintenant où tout le monde a accès à toutes les informations. Après, j'en discutais d'ailleurs avec un autre coach il y a 2 jours. La différence se fait toujours sur le facteur humain. Ouais. Il y a toujours l'humain, on peut mettre tout en place, toutes les technologies, tous les groupes d'entraînement, les centres, les datas, les techniques d'entraînement, etc., etc. Il en reste toujours que la différence se fait sur la personnalité, sur la personne qui veut repousser les limites, quoi. Comme nous on l'a fait, quoi. On a été à l'aventure. Ouais. Et ça c'est quelque chose que je me demandais. En compétition, c'est chacun vient avec ses perches, ou tout le monde, où il y a des perches standards que tout le monde utilise? Non, c'est toutes les perches. Chacun a son propre matériel. Okay. Parce que c'est étalonné en fonction de ses choix techniques et puis surtout c'est individuel. Hein. On va pas prendre une perche d'une autre. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'on fait de la perche et pas un autre sport? Très bonne question. À mon époque, c'était un petit peu, on n'avait pas trop le choix. C'était vraiment un cours de circonstances et par hasard. Moi, j'étais à Paris et je suis tombé sur Jean-Claude Perrin au Racing Club de France. Donc là, je n'ai pris en route que l'aventure que ce grand humaniste a su développer autour de lui avec les moyens du club. Et maintenant, c'est un peu plus facile parce qu'il y a des clubs de perche, enfin des clubs qui proposent du saut à la perche partout en France. Donc c'est beaucoup plus simple d'aller s'essayer, de découvrir et après de choisir. Comme toutes les disciplines de l'athlétisme, on teste et on pratique toutes les disciplines du demi-fond et la marche jusqu'au lancer du marteau. Et à partir de là, en fonction de ses aspirations, on se perfectionne et on fait un choix de se spécialiser. Et donc il y a vraiment quelque chose où on rentre par l'athlétisme. La perche est un gros handicap, c'est une discipline qui coûte cher.
Ouais. Les perches, c'est horriblement cher. Ça demande des compétences au niveau de l'encadrement, de manière à limiter les risques. On en reparlera peut-être par la suite. Et puis ça nécessite aussi des installations été comme hiver dignes de ce nom pour pouvoir continuer à progresser et à offrir la possibilité de s'exprimer. Oui, donc c'est plus dur que faire du 400 où il y a juste besoin d'une piste. Et... Voilà. Ouais. Il y a une piste, on a des pointes et puis on court, on est accompagné. Là, c'est un peu plus difficile. Il faut respecter la maîtrise de l'engin et de l'espace et de la dimension verticale. Ouais, c'est marrant. Et donc, j'imagine que la pratique de la gymnastique, ça a dû vous aider. C'est ce qui m'a orienté peut-être après ma période gymnastique. C'est sur la perche qui me proposait les sensations équivalentes, voire même plus sympa dans l'athlétisme. La perche, d'ailleurs, j'ai toujours été orienté quand j'ai commencé l'athlétisme vers des disciplines où il y avait de la complexité, que ce soit les courses de haies, que ce soit le javelot et après la perche. Mais avec une constante, après on revient sur les qualités de chacun. On retrouve un petit peu dans tous les sportifs de haut niveau. Vous en avez interviewé un paquet. C'est la capacité à s'entraîner beaucoup et l'endurance, la résistance à la quantité d'entraînement, c'est une constante. Ouais, et du coup, vous étiez amateur à l'époque ? Ah, tout à fait. Ouais. Le sport professionnel, ça ne s'est ouvert qu'à partir de début des années 90. Ouais. Donc jusqu'à là, si on gagnait de l'argent avec le sport, on était interdit de concourir. L'amateurisme. C'est le nom de mon projet, amateur. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je me suis dit que si ça s'appelait pas les Jeux Olympiques, ça devrait s'appeler amateur et célébrer cet amour du sport qui réunit aussi bien les athlètes que les spectateurs, quoi. Je crois que l'amateurisme, si mes informations sont bonnes, a disparu des textes du Comité international olympique en 89, quelque chose comme ça. Je crois qu'il y a eu des choses spécifiques qui laissaient aux fédérations internationales le choix de décider. Je crois qu'il y avait quelque chose comme ça. Moi, je parle en athlétisme. Ah oui, ok. Les autres disciplines, je ne sais pas. Alors, je crois que c'est ça parce que j'ai écrit le nom de Michael Jordan, par exemple. Ouais. Et je crois qu'il était professionnel à l'époque. C'est là où il y a une différence entre les différents sports. Il y a des sports avec des ligues professionnelles. Ils étaient un petit peu en avance, que ce soit le basket, que ce soit le hand, le volley. Enfin, il y a plein de sports comme ça qui avaient déjà très tôt des ligues professionnelles. Donc, avec des clubs où ils étaient rémunérés et salariés. Par contre, après, l'athlétisme a vu ça très tard, on va dire. Mais aujourd'hui, j'imagine que les perchistes, il y en a encore beaucoup qu'on va voir aux Jeux Olympiques et dont une grande partie sont encore amateurs, non ? Le mot amateur, c'est-à-dire c'est plus ne vivent pas de leur passion, de leur sport. Ouais, c'est ça. C'est plus dans ce sens-là. Ok, ouais, parce que j'imagine que... Alors, quand les records tombent, il y a de l'attention, mais c'est vrai que dans la sphère publique, entre guillemets, des gens pas spécialement passionnés par le sport en général ou par l'athlétisme. C'est vrai qu'on n'entend pas tous les jours parler de perche. Ça, c'est clair. Hein, chaque période a fait craquer le système. Donc, et bon, pour vivre vraiment de sa discipline, de son sport en athlétisme et entre autres à la perche, faut être faut être dans le top 10, top 15 mondial, quoi, au niveau du ranking. Ok. Et du coup, vous avez gagné votre première médaille en 84 ? Olympique, j'en ai gagné qu'une olympique. Ouais, c'est ça. Donc à 84, dans un contexte toujours un peu particulier. Mais bon, j'ai participé mes premiers jeux à Moscou, j'avais 20 ans, dans un contexte aussi toujours particulier. Faut replacer avec les boycotts de certaines nations. Je sais pas si vous vous souvenez. Peut-être un peu jeune pour ça. Ouais, je me suis documenté un peu quand même. Ouais. L'enchaînement Moscou-Los Angeles. Entre Moscou, Los Angeles, c'était un petit peu les prémices de l'explosion du bloc de l'Est. La guerre froide, on va dire, on va simplifier. Donc à 20 ans, confronté à Moscou, j'avoue que j'ai pas trop compris ce qui se passait. On est un petit peu dépassé par les événements. Puis à Los Angeles, c'est les premiers, pour moi, c'est les premiers jeux modernes, Okay. dans le sens commercial du terme. C'est-à-dire que après, on n'a plus inventé grand-chose, quoi. C'était vraiment les jeux Coca-Cola. Enfin, je synthétise. Hein. C'était pour avoir vécu Moscou et après Los Angeles, Séoul. C'était vraiment la bascule sur Los Angeles. Et alors, c'était comment ces Jeux de Los Angeles ? C'était sur le plan où le sportif et le commercial, je veux dire, se sont retrouvés pour offrir un super spectacle.
Ouais, donc vous avez eu des sponsors, beaucoup de visibilité, beaucoup de médiatisation. Après Los Angeles. Ok. Après Los Angeles, on a commencé à faire craquer le système avec la possibilité d'avoir des marques qui nous accompagnaient, nous équipaient, etc., etc. Ah, donc ça vous a quand même un peu permis, du coup, après, de vivre de cette passion, quoi. Après sur la fin, ouais. Ok. Donc, ouais, en fait, la fin de l'amateurisme est un peu liée au début Voilà, j'ai connu ça. Ok. Vous étiez pile dans cette Surtout, période charnière, quoi. nous, on a fait craquer le système. Après, les fédérations ont dû aussi s'adapter. Nous, on a été un petit peu leadership. On a été contactés par des grosses boîtes de management et autres. Il y a eu des refus de la fédération de nous laisser utiliser notre image, ce qui aujourd'hui fait rire. Ouais. Ah bah ouais, aujourd'hui, elle est beaucoup utilisée, l'image des athlètes, là. On en voit partout. C'est quand tu vois un Kevin Meyer, bon, je suis content pour lui, hein, c'est super, mais c'est génial, quoi. Ah ouais. J'aurais aimé vivre au jour d'aujourd'hui avec le niveau que j'avais à l'époque. Ah bah ouais, vous m'étonnez. Et ouais, c'est Jeux de 84, donc vous gagnez la médaille de bronze à égalité. Voilà, c'est ça. On s'est retrouvés sur un dernier carré avec les 2 Américains, 2 Français. C'est à peu près le niveau, hein. Et puis bon, après, c'est le sport, hein. Et donc, dans le dernier carré, tout le monde a été médaillé, en fait. Voilà, c'est ça. C'est Pierre Quinon qui gagne, après, derrière Mac Tully, puis moi, je fais égalité avec Robert, un bon copain, sur la 3e marche. Et j'ai vu que ce jour-là, vous avez fait un moins bon score que ce que vous aviez fait avant dans l'année, non, c'est ça? Ouais, petits soucis de préparation terminale. Je sais pas beaucoup, je sais toujours pas ce qui s'est passé, où j'ai perdu énormément de poids sur les dernières semaines, enfin la dernière semaine. Ok. Sans doute le stress ou autre. Et toute la logique d'utilisation des perches, des leviers, les choix que l'on fait, un petit peu volé en éclats. Et ce qui fait que je me suis retrouvé un petit peu en difficulté avec des conditions ce jour-là très difficile, hein, un vent de face, enfin ça c'est pas marqué, il y a pas de note de style. Quand on va sur le podium on le voit pas, mais bon, donc là ça a été compliqué. D'ailleurs 15 jours après je battais le record du monde avec 5,90 m, donc ça montre que ce jour-là j'ai fait peut-être des moins bons choix que les autres. Ok. Et donc comment ça se passe? C'est-à-dire que vous allez sur la piste et là c'est quoi les choix que vous devez faire? Les choix en fonction de la hauteur, en fonction du déroulé du concours. Si on doit faire des impasses, si on doit mettre la pression sur l'autre, on doit faire des choix après sur les numéros de perche, sur les leviers, s'adapter aussi aux conditions extérieures. Il y avait beaucoup de vent, donc est-ce qu'on rallonge la course d'élan, est-ce qu'on la diminue, est-ce qu'on prend une perche plus dure, moins dure. Enfin, tout ça, c'est s'adapter un petit peu à ce qui se passe autour de nous et essayer de faire les bons choix et surtout le moins d'erreurs possible. De toute façon, la perche, c'est un jeu d'échecs, hein. Bah ouais, c'est ce que je découvre avec vous. Donc, si je résume, il y a la longueur de la course. Ouais. Qui va induire la vitesse. Ouais, exactement, ce que j'allais dire. C'est plus compliqué, c'est la vitesse et la disponibilité par rapport à ce qu'on doit transférer au moment du décollage. Ok. J'imagine il y a peut-être le lieu où vous piquez la perche. Je sais pas si ça se dit comme ça. Le décollage, ouais. Décollage. Et avant ça, vous avez dit le levier, c'est l'endroit où vous mettez les mains? Voilà, c'est ça. C'est le levier, on appelle le levier la longueur de la perche. C'est là où on a la main supérieure, voilà ce qui détermine. Ah, parce qu'on met toujours la main au bout de la perche. Où on veut. Où on veut, ok. Ça va avoir une incidence, c'est comme un arc, hein. Si on met la main plus haute, la perche va plus se fléchir pour une vitesse égale. Donc le temps de perche va être variable si on sait l'utiliser. Okay. Et la facilité de redresser la perche va être un peu différente. Plus on prend le levier, plus il faut courir vite pour relever la perche. Donc après la dureté de la perche, si on veut un renvoi de perche plus rapide, enfin il y a plein de paramètres et là ça devient très complexe. Ouais. Et donc votre poids, à quel point, à quelle unité entre guillemets, ça varie pour l'importance des calculs? Est-ce que c'est au centième? Au niveau de l'impact, au niveau de la vitesse, au niveau de l'impact, puis de la puissance développée, et surtout par rapport à la perche, ça a eu une incidence sur l'indice de flexion que j'avais l'habitude de prendre. C'est-à-dire qu'on a quand même des idées sur une barre à 5,60, 5,70 sur le numéro de perche, la dureté que l'on doit prendre. Et là, vu que j'avais perdu 3-4 kilos de poids de corps, j'aurais dû avoir
la réaction de prendre un indice de perche un peu plus important, enfin, plus souple pour compenser. Ok, donc ça se joue au kilo près, quoi, en gros. Bah, pratiquement à 1 ou 2 kilos près, c'est un pourcentage énorme sur un poids de corps. Ah ouais. Et du coup, est-ce que maintenant, dans les pratiques, il y a... Un kilo de plus ou en moins on va dire, lancé à 9 mètres secondes ou 9 mètres 50 secondes, c'est, au niveau de l'impact au décollage, c'est plus la même chose. Ouais, j'imagine. Et est-ce que, du coup, il y a des pratiques comme en boxe où on va essayer de faire évacuer l'eau pour être plus léger ou au contraire en boire beaucoup pour être un peu plus lourd? Non, ça on fait pas attention. Non, mais c'est un truc que j'ai jamais fait attention. J'ai jamais fait attention de toute ma carrière à mon poids de corps. Ok. C'est de ce côté-là même. J'avais plus tendance à avoir des difficultés à prendre du muscle. Ça n'a jamais été, ça a toujours été un peu compliqué. Donc, mais là, je sais pas pourquoi, trop en forme. Ok. Et trop en forme. Non, mais c'est aussi après c'est l'expérience. Ça m'a permis après par la suite de dire attention, il faut pas arriver à 110% le jour d'un grand événement. Vaut mieux être en train de perdre un petit peu, enfin en phase de forme descendante, de manière à avoir une maîtrise plus importante. Okay. Si on est en forme ascendante, si on est encore en construction d'une systématique de saut, d'exploitation de sa forme, en phase, en pic terminal, c'est plus compliqué, tout part dans tous les sens. Alors qu'en descendant, on est beaucoup plus vigilant. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Toutes les disciplines techniques sont un petit peu sur le même format. Il faut maîtriser tous les paramètres. Et il y en a beaucoup. Ouais, c'est ça me fait penser un peu à la voile ou à d'autres sports comme ça, mais c'est ce que vous disiez au début, hein, c'est quand il y a de l'équipement, il y a tous ces facteurs à prendre. Le rapport entre le technique, le tactique, le physique, le psychologique, toute cette gestion-là est complexe. Et le matériel, et les choix que ça induit. Et je me demandais... On ne voit pas forcément, maintenant qu'on est dans du sport spectacle, ça se voit beaucoup moins. Et que le résultat. Je me demandais parce que vu que du coup vous passez les uns après les autres, est-ce que parfois vous parlez de tactique, est-ce qu'il y a des tactiques d'interaction avec les autres compétiteurs? Bien sûr. La tactique, elle commence dès le début du concours avec le tirage au sort de sa place. Il y a un tirage au sort, toi, vous passez en premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Voilà, ça c'est l'ordre du concours. Et après, donc on sait si on tire au sort, je me souviens plus où j'étais en début de concours. Ça va induire une tactique où je vais faire des choix, de faire en sorte de toujours passer au premier essai pour mettre la pression sur le second, enfin sur ceux qui vont arriver après. Donc tactiquement, on fait des choix. Ok. Si on est en fin de concours sur le tirage au sort au début, on va être plus dans une tactique d'observation. J'attends de voir ce que font les autres pour le faire. Et surtout, j'essaye de pas faire d'erreur de manière à toujours rester fan game. Okay. Et après, il y a les choix des impasses. Quand on est en début de concours, on met la pression sur les autres. Donc, il faut tout passer au premier, voire faire des impasses, les mettre dans le doute. Enfin, il y a tout un ensemble c'est un jeu d'échecs. Sauf quand on a des extraterrestres sur lesquels ça marche pas, quoi. Pour un monde du Duplantis, on peut faire ce qu'on veut. Lui, il a une telle marge de sécurité qu'il va plus attendre qu'on s'épuise et puis après, avec les stockades. Par exemple, je dis que je saute pas 5,50 m et j'attends qu'on fasse le saut de 5,54 m. Par exemple, c'est ça? Voilà, j'ai passé 7,70 m sur le premier essai. Hop, j'ai dit bon, maintenant je suis en début de concours, je me mets en observateur, j'attends que les autres me montrent ce qu'ils sont capables de faire et je reprendrai qu'à 5,80 m ou 5,85 m, je sais pas, en fonction des montées de barre. Et ce que j'ai déterminé, l'analyse que j'ai faite de mon saut, si j'ai eu des bonnes sensations, si tout s'est bien passé et que ça a impressionné aussi les adversaires, je peux me permettre de faire ce type de passe. Ok. Et je me demandais, est-ce qu'on peut dire que vous avez une rivalité avec Pierre Quinon? C'est un peu les deux médaillés de la perche. Bon, on a toujours, pour ce qui me concerne, des personnalités différentes. Bon, Pierre, je l'ai vu arriver on s'entraînait ensemble. Je l'ai accueilli, il a mûri, il a grandi. Bon, lui, il était plus sur l'originalité, hein. Il y avait une façon de sauter, différente. Moi, j'étais plus sur la maîtrise, les sensations, la gestion, donc, on n'était pas rivaux en soi, mais on était des compétiteurs.
Donc on s'entraînait ensemble, mais quand arrivait la compétition, c'était chacun pour soi. Okay. Mais il y a toujours eu une certaine solidarité. Ça c'est les perchistes. Ah, c'est les perchistes en général ou c'est le fait d'être dans le même club ou d'être français tous les deux? Bah il y a les deux. Forcément. Mais bon, c'est ce qui me, moi avec la génération actuelle, c'est ce qui me gêne un peu, quoi. Ils sont tous copains, ils sont tous gentils, ce truc. Je dirais que ça, pour moi, c'est quelque chose qui, pas qui me choque, hein, mais c'est inhabituel. On peut s'entendre très bien, aller boire des coups en dehors du stade, mais quand on est sur le stade, je dis pas qu'on est dans une concurrence, mais bon, on est avant tout là pour gagner, pour faire mieux que l'autre. Ouais. Non, ce qui est particulier dans le saut à la perche, c'est que on prend beaucoup de risques. Il y a souvent des accidents. On a vu encore cet hiver. Et là, quelle que soit notre personnalité, notre façon d'être, on fait une discipline où la solidarité est présente parce que il y a ce partage de risques. Okay. Et ça, on peut pas l'effacer. Vous êtes déjà fait des grosses frayeurs? Oh oui, moi j'ai laissé une cheville, une rate, un poignet, des points de suture un peu partout. Donc bon, je parle pas du dos et enfin physiquement on est un petit peu en pièces détachées. Mais bon, le sautoir n'était pas toujours des dimensions qui nous permettaient de toujours retomber dessus, on va dire. Et est-ce qu'il y a des perches qui cassent? Vous aviez confiance dans la perche ou? Après, c'est la manière dont on utilise le matériel et les bons choix que l'on fait. Une perche, c'est fragile, donc c'est toujours bien en prendre soin. Et quand ça pète, en général, c'est que elle a reçu un choc ou elle était mal dimensionnée pour le saut. Donc, j'ai très peu cassé de perches dans ma carrière. Ok. Et ouais, j'imagine pour la rate, ça devait être une chute violente. Ouais, j'ai loupé le sautoir, quoi. Ouais. Ouais, mais je dis pas qu'on est un côté casse-cou, mais rien ne peut nous empêcher d'aller nous éclater au bout d'une perche. C'est le cas de le dire d'ailleurs. C'est ce côté que tout le monde n'a plus maintenant, la perche. C'est le fait d'être un vieux con aussi. Il y a plus trop ce côté aventurier. C'est-à-dire? D'aller chercher des nouveaux mouvements, d'aller tester des nouvelles techniques. Et ça, faut se mettre en danger. Faut se mettre en danger pour essayer de repousser ses propres limites. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve un peu moins. Les gens sautent bien, font des belles choses, sautent haut. Et par contre, si on veut s'exprimer en totalité, se réaliser, c'est ce que je dirais, réaliser, il faut aller repousser ses limites. Ça passe par une prise de risque. Ouais, ok. Et donc on a des très très bons sauteurs en France. Hein. J'ai vu des jeunes. D'ailleurs, je vais aller tout à l'heure voir la nouvelle génération. Ils sont en stage là, à Bordeaux. Okay. Mais ça manque d'aventure, quoi. Ouais, j'ai du mal à visualiser ce que ça peut être l'aventure. Ça va être tenir sa perche différemment, c'est ça? C'est quoi? Là je vais faire le saut, mais au lieu de lâcher tout de suite, je vais le retenir pour voir quelle sensation ça va avoir au niveau de mes mains et comment mon corps va être éjecté, ou tenter, je sais pas, un saut périlleux au bout de la perche, ou aller anticiper. Le mode projectile que l'on utilise, si on a un projectile au bout d'une perche, faut aller le mettre sur une trajectoire différente de ce que on est capable de maîtriser quelquefois. Okay. Et c'est ce qui est fabuleux on a évoqué deux noms tout à l'heure, entre Renaud Lavilloni et Mondo Duplantis. Eux, ils ont été chercher des trajectoires de saut complètement hallucinantes. Ce qui, pour moi, était une prise de risque importante sur le fait de se lâcher au bout de la perche. Pour eux, est quelque chose de normal. Ouais. Toi, ça permet de synthétiser, si ça peut t'orienter dans la réflexion, le rapport que fait un Duplantis ou un Renaud Lavilloni. Moi, ça me demandait de le faire une ou deux fois dans une séance, et eux le font systématiquement. Allez, donc là, c'est plus de l'effort physique, surtout l'utilisation du renvoi de la perche au moment de s'éjecter de la perche. Donc c'est vraiment une science de l'équilibre qui est un peu différente. C'est le mode catapulte. Hein. Quand tu
tu tends un élastique avec un caillou, et des fois tu vois pas où ça va aller, quoi. Donc, si tu veux qu'il aille plus loin, tu tends un peu plus, et puis tu vois tu vois ce que ça donne. Et ben là, c'est un peu ça, mais avec son corps. Oui, ok. Oui, donc c'est un peu les plus casse-cou, en fait. C'est un peu le plongeur, quoi. Le plongeur en natation, il va faire 50 tours, et puis à un moment donné, normalement, ça tombe sur les pieds, et là, je vais rajouter quelque chose, et ben, je tombe pas forcément sur les pieds. Ben, c'est de l'eau. Ben, nous, des fois, c'est pas toujours que de la mousse, quoi. Ok, je vois ce que vous voulez dire. Merci. Et ça, pour moi, c'est aller à l'aventure. C'est pas une prise de risque, parce qu'il y a toujours un instinct de conservation. Mais faut aller visiter cette limite-là. Faut repousser ses limites. Ok. Et Los Angeles, le village olympique, c'était comment à cette époque? Je suis mal placé pour le faire parce que j'y suis passé une ou deux fois comme ça en visite. Ouais. On s'était organisé entre perchistes pour mettre tous les atouts de notre côté. Les États-Unis, c'est particulier. On a vite fait de s'éparpiller entre guillemets. Donc on avait fait le choix de loger à l'extérieur. Donc on était un petit peu à l'extérieur pour être bien concentré sur ce que l'on avait à faire. Je simplifie au maximum, mais on était passé à plusieurs reprises s'entraîner à Los Angeles. Donc on était pratiquement chez nous. On avait déterminé de ce qui avait lieu de mettre en place pour le prix des médailles, quoi. Okay. Et le village, on était passé deux, trois fois à dire bonjour à la délégation olympique. Et par contre, c'était super sympa. En plus, le village, il était à UCLA. C'est là où on s'était entraîné pendant plusieurs mois les années précédentes. Ça, on n'a pas besoin de ça, on va dire. Okay. Mais c'est un lieu pour avoir vécu. C'est le seul village où j'étais pas. J'étais dans le village olympique à Moscou, j'étais dans le village olympique à Séoul. Pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué à vivre. Ça paraît être simple et autres. Et c'est des super moments parce qu'on croise toutes les stars de tous les sports. Par contre, c'est compliqué de rester concentré dans son job quand on va à la recherche des médailles. Ah, vous pensez que c'est un peu une distraction parfois? Faut savoir le gérer. Faut être préparé. C'est-à-dire que tout est fait, on n'a plus rien à penser. Et le plus gros problème d'un village olympique, c'est le temps. Il faut tuer le temps en dehors de sa compétition, de ses entraînements, de sa récupération. Le reste, il y a des restaurants partout, il y a des jeux partout, tout est à notre disposition et c'est pas simple à gérer. Et la promiscuité, on va dire que tout est brillant, et bon, après, faut savoir pourquoi on est là, quoi. Alors, c'est presque trop confortable. Ah, mais c'est super, Attends, un village olympique, on a l'impression qu'on est dans un game, quoi. On croise des gens qu'on a vus qu'à la télé, qu'on peut échanger avec d'autres personnes. On voit des choses assez étonnantes. C'est les souvenirs que j'en ai. Mais il faut pas oublier le pourquoi on est là, quoi. Ouais. Et vous étiez là à la cérémonie d'ouverture? J'ai fait aucune cérémonie. Ok. Parce que c'était toujours trop proche des qualifications et des finales. Donc, et puis, c'était une époque où on restait parqué pendant des heures et des heures dans les tribunes avant de défiler, et on voyait rien de l'événement. Okay. Maintenant, c'est différent. Il y a des télés partout. C'est retransmis, t'as le portable. Enfin, faut s'imaginer qu'il n'y avait pas de portable à l'époque. C'est dur. Maintenant, les jeunes ne peuvent pas s'imaginer ça. C'est quelque chose. Donc, je pense que au jour d'aujourd'hui, si ça m'était proposé, j'irais défiler sans aucun problème. Parce que tout est fait aussi ils ont pris conscience que les sportifs sont aussi là pour leur compétition et tout est concentré au niveau du défilé et de pouvoir en profiter au maximum sans que ça impute sur la récupération ou la fatigue. Eh ben, écoutez, je vais écrire votre nom. Ouais. Donc, en général, je commence par les médaillés de bronze. Donc, Thierry Vigneron. Ouais. Bon. Tu mets les majuscules. Ah, c'est tout en majuscule. Sans majuscule? Non, tout en majuscule. Ah, tout en majuscule, pardon. Ouais. Hop. Alors, est-ce que vous pouvez me dicter les autres? Alors, il y avait Pierre Quinon, médaillé d'or. Ouais. Deuxième, Mike Tully. Et troisième ex aequo, Herbert.
américain, et Thierry Vigneron, français. 2 Français, 2 Américains. Et moi, je faisais à un moment une petite étude des différentes typologies de sport. Et j'avais tendance à faire des séparations type, je sais pas, le basket, où on affronte un adversaire direct. Il faut pas forcément sortir sa meilleure performance, mais être meilleur que l'autre. Un sport collectif aussi. Sport collectif aussi. Et donc j'avais créé une sorte de tenseur où je disais que il y avait des sports où on se battait contre les autres et il y avait des sports où on se battait contre soi-même. Je sais pas exactement ce que ça vaut. Mais dans ma tête, un sport comme la perche ou le saut en hauteur, c'était un peu l'exemple que je donnais en disant on se bat avant tout contre soi-même que contre les autres. Ouais, je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Cool. Ouais. J'ai toujours tendance à dire, enfin c'est ma vision, celui qui gagne, sauf quand t'as des extraterrestres, c'est dans un concours, je dirais, on est à la baston, c'est celui qui fait le moins d'erreurs. Donc les erreurs, c'est soi-même, quoi. Ok. Ouais, et je trouvais ça marrant parce que du coup, par exemple, au basket, il peut pas y avoir 2 médailles de bronze. Ouais. Donc pour moi, ça reflétait aussi cette typologie de sport en fait, où, pour moi, c'est un des marqueurs qui montre que on se bat avant tout contre soi-même, quoi. Après, il y a c'est tous les sports un peu techniques. On parlait des sports avec du matériel ou les sports de précision. Ouais. C'est et puis même les sports collectifs, hein, c'est un ensemble d'individus. Il y a avant tout la dimension individuelle. Et puis après, il y a la dimension collective. Mais c'est vrai que dans tous les sports, moi, j'ai tendance à dire, on se bat contre soi-même, on essaye de se réaliser, on essaye de donner le meilleur. Et après, dans un environnement qui est codifié ou dans une équipe où il y a un collectif, où on doit avoir une place ou un rôle. Donc mais avant tous les sports, c'est avant tout je ne peux pas dire un combat, mais avant tout l'individuel, ce qu'on est capable de faire, qui est important, de produire, on va dire. Et vous pensez qu'on va aller jusqu'où dans les records, si on se projette? Est-ce que dans 10 ans, on saute 8 mètres à la perche? Je sais pas. Après, c'est toujours des paliers. Il y a des phases. On a vu l'ère Boubka. Après, ça a mis quand même un certain nombre d'années avant d'être battu par Renault. Là, ça a enchaîné assez rapidement avec Mondo Duplantis. Après, on ne sait jamais hein, s'il y a un grand gabarit arrive avec les mêmes qualités qu'un Duplantis ou qu'un Renault Lavilloni et prend des perches beaucoup plus longues, je dirais que ça peut exploser, quoi. Ok. Je sais pas. On en revient toujours à l'humain de toutes les manières. Je pense que c'est l'individuel, ça, c'est l'humain qui va déterminer tout ça. Hein. Et est-ce que vous avez un message là pour les peut-être futurs médaillés qui vont participer à Paris 2024 pour nos Français et Françaises? Moi, c'est une finale olympique, c'est nos limites. Il y a pas de bon, il y a pas de moins bon. C'est arriver devant les autres. C'est paradoxal. Et surtout, moi, c'est une chose que j'aime bien raconter à tous les jeunes que j'ai accompagnés, c'est ne pas avoir de regrets. Ok. Vous en avez, vous? Non. À part de ne pas avoir eu l'opportunité de partager mon expérience. Ouais. C'est le seul regret. Individuellement, sur ma carrière, aucun. Okay. J'ai toujours avancé, j'ai toujours assumé mes choix et bon, je pense que je suis pas mal démerdé. Ah bah ouais, carrément. Et à partir de là, je dirais c'est pour ça que quand je suis parti, j'ai arrêté et j'ai dit bon, je prendrai plus autant de plaisir à faire ce que j'avais l'habitude de faire. À partir de là, ça m'intéresse beaucoup moins, quoi. Ok. Et écoutez, merci beaucoup pour cet échange. Voilà. Je vais suivre un petit peu l'évolution de la fresque. Ouais, cool. Ça va, j'espère peut-être la voir à Paris quand je vais y passer. Ah ce sera avec grand plaisir. Je vous tiendrai au courant. Je suis encore Attends, si j'y passe, ça sera sur la période des finales de la perche, qualif et finale. Okay. Donc entre le 3 août et le 7 août. Ok, ça marche, c'est noté. De toute façon, moi, en gros, j'essaye de contacter le CNOSF, le Club France et Paris 2024 pour trouver un lieu. C'est vrai que la logistique est compliquée, mais moi, je suis persuadé que ça peut être un moment superbe pour tous les médaillés de se retrouver un peu au milieu de toute cette histoire des Jeux Olympiques. Et puis pour les spectateurs aussi, qu'on ait 80 ans, 20 ans, qu'on soit indien ou français,
tout le monde a son plus grand souvenir des Jeux, quoi. C'est tout ce que je peux te souhaiter, que ça puisse être partagé. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cette rencontre avec Thierry Vigneron et le saut à la perche vous a plu. J'ai personnellement beaucoup aimé son explication du mode catapulte et je comprends mieux la sensation que ça doit faire de devoir courir, planter une perche, retomber de plus de 5 mètres en étant rapide et précis. C'est donc le goût du risque et l'esprit d'aventure qui ferait la réussite du perchiste. Vous pouvez découvrir d'autres histoires de médaillés olympiques sur ce podcast et sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez soutenir le projet artistique amateur, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ce podcast à vos proches et aux amoureux du sport, à laisser un commentaire et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Je vous remercie pour ce moment partagé ensemble, pour votre temps, et je vous dis à bientôt.